3 janvier 2025. La dette américaine vient de franchir 36 000 milliards de dollars. 36 000 milliards. Un chiffre tellement gigantesque qu'il est devenu abstrait. Et pourtant, Wall Street dort tranquille. Les économistes sourient. Les politiciens promettent plus de dépenses encore, plus de routes, plus de programmes, plus de subventions, plus de dettes. Pourquoi ? Parce qu'ils savent quelque chose que personne ne vous dit. Quelque chose qui change tout. La dette américaine n'est pas un poids pour le futur. C'est bien pire que ça. C'est un système. Un système qui vous vole en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo. Pour comprendre comment ce système fonctionne, pour comprendre qui paye vraiment cette dette, il faut remonter à un moment précis. Un moment où tout a basculé au 1971. Un dimanche soir, le président Richard Nixon apparaît à la télévision américaine. L'heure de grande écoute. Des millions d'Américains devant leur poste. Nixon annonce une décision qui va changer le monde pour les 50 années à venir. Une décision dont vous subissez encore les conséquences aujourd'hui. Les États-Unis rompent définitivement le lien entre le dollar et l'or. Avant cette date, chaque dollar était une promesse. Une promesse qu'on pouvait échanger contre 35 dollars d'or. C'était la règle depuis 1944, depuis les accords de Bretton Woods signés dans un hôtel du New Hampshire pendant que la Seconde Guerre mondiale faisait encore rage. Ces accords avaient fait du dollar la monnaie de réserve mondiale. Pourquoi ? Parce que les États-Unis possédaient alors les 2/3 de l'or mondial. Parce qu'ils étaient les seuls à pouvoir garantir cette convertibilité. Les autres pays ont accepté, ils ont fait confiance. Mais en 1971, les États-Unis ont un problème, un gros problème. La guerre du Vietnam coûte une fortune. 200 milliards de dollars. Les programmes sociaux de Lyndon Johnson, la grande société, explosent le budget. Et d'autres pays commencent à se poser des questions. La France de Charles de Gaulle, la première, envoie des navires de guerre chercher son or à New York. D'autres suivent. L'Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni. Tous veulent échanger leurs dollars contre de l'or physique. Les coffres se vident. Fort Knox, le coffre-fort mythique de l'Amérique, se dégarnit. Nixon et ses conseillers paniquent. Ils font les calculs. Si tous les détenteurs de dollars viennent réclamer leur or, les États-Unis n'en ont pas assez, pas même proche. Alors Nixon tranche. Un dimanche soir, pour que les marchés ne puissent pas réagir immédiatement. Plus de convertibilité. Le lien est rompu. Le dollar ne vaut plus que la confiance qu'on lui accorde. Plus de garanties physiques. Plus de contraintes. Cette nuit-là, Nixon promet aux Américains que c'est temporaire. Quelques mois, quelques années tout au plus. 54 ans plus tard, nous y sommes toujours. Et c'est là que tout commence. C'est là que le jeu change complètement. Imaginez une entreprise qui pourrait imprimer sa propre monnaie pour payer ses factures. Imaginez qu'elle puisse le faire indéfiniment, tant que ses clients continuent d'accepter cette monnaie. Imaginez qu'elle n'ait jamais à rembourser vraiment, juste à refinancer, encore et encore. C'est exactement ce que sont devenus les États-Unis. La seule entreprise au monde avec ce privilège exorbitant. Depuis 1971, la dette américaine a été multipliée par 100. Oui, 100 fois plus grande. De 398 milliards en 1971 à 36 000 milliards aujourd'hui. Une croissance exponentielle. Une croissance qui ne s'arrête jamais. Chaque crise, chaque guerre, chaque programme gouvernemental ajoute des milliers de milliards. Et personne ne freine. Personne ne peut freiner. Mais voici le paradoxe fascinant. Le paradoxe qui rend tout cela possible. Plus la dette grandit, plus le monde en redemande. Pourquoi ? Parce que la dette américaine porte un autre nom. Un nom rassurant. Un nom qui inspire confiance. On l'appelle aussi les bons du trésor américain. Les actifs les plus sûrs au monde, dit-on. Quand la Chine accumule 800 milliards de dollars de dette américaine, elle n'achète pas un problème, elle achète de la sécurité. Ou du moins, c'est ce qu'elle croit. Quand le Japon détient 1 100 milliards de bons du trésor, il achète de la stabilité. Un placement sans risque, disent les analystes. La dette américaine est devenue le refuge ultime, le coffre-fort mondial. Quand les marchés tremblent, quand les crises éclatent, tout le monde se précipite sur les bons du trésor américain. La valeur monte, les taux baissent. Les États-Unis empruntent encore moins cher. C'est le privilège exorbitant du dollar. C'est ce qu'on appelle le cercle vertueux, ou plutôt le cercle vicieux. Mais il y a un prix à payer. Un prix énorme. Un prix que personne ne voit. Un prix qui se cache dans un mécanisme que peu de gens comprennent vraiment. Un mécanisme qui vous vole lentement, silencieusement, systématiquement. Parlons maintenant du mécanisme. Comment fonctionne vraiment cette dette ? Comment ce système tient-il debout ? Et surtout, qui paye vraiment ? Première chose à comprendre, la dette américaine n'est pas une dette normale. Elle ne fonctionne pas comme votre prêt étudiant ou votre crédit immobilier. Elle ne fonctionne même pas comme la dette d'un autre pays. Quand vous empruntez, vous devez rembourser. Point. Sinon, vos créanciers vous poursuivent. Ils saisissent vos biens. Ils vendent votre maison. Ils garnissent vos salaires. C'est la règle. C'est la loi. Quand un pays normal, disons l'Argentine ou la Grèce, emprunte trop, les marchés paniquent. Les taux d'intérêt explosent. Le pays ne peut plus emprunter. Il fait défaut.
Il restructure sa dette. Les créanciers perdent de l'argent. C'est arrivé des centaines de fois dans l'histoire. Mais les États-Unis, ils peuvent emprunter indéfiniment, sans limite, sans conséquences apparentes. Pourquoi ? Parce qu'ils contrôlent la machine à imprimer les dollars. Parce qu'ils ont la réserve fédérale. La réserve fédérale, la banque centrale américaine, peut créer de l'argent à partir de rien, littéralement. Quelques clics sur un ordinateur. Et hop, 1000 milliards de dollars apparaissent. Cet argent sert à acheter la dette du gouvernement américain. C'est comme si vous pouviez imprimer l'argent pour rembourser votre banque. Impensable pour un individu, illégal pour vous, normal, voire encouragé, pour les États-Unis. On appelle ça la politique monétaire. On appelle ça le quantitative easing. Des mots techniques pour masquer une réalité simple, la planche à billets. Entre 2008 et 2022, la Réserve fédérale a créé plus de 8000 milliards de dollars. 8000 milliards sortis du néant, pour acheter de la dette, pour sauver les banques, pour soutenir les marchés. Deuxième chose, et c'est crucial, qui détient cette dette ? Vous pensez peu, être que ce sont les Chinois, les méchants Chinois qui possèdent l'Amérique, comme on l'entend souvent, ou les Japonais. C'est en partie vrai. La Chine détient environ 800 milliards, le Japon 1 milliard, c'est beaucoup d'argent. Mais, attendez, 800 milliards plus 1100 milliards, ça fait 1900 milliards. Sur une dette totale de 36 000 milliards. Ça représente à peine 5%, même pas un vingtième. Alors qui détient les 3400 milliards restants ? Qui détient 95% de la dette américaine ? La réponse va vous surprendre. Le plus gros créancier des États-Unis, c'est les États-Unis eux-mêmes. Près de 70% de la dette américaine est détenue par des Américains. La Réserve fédérale en possède une énorme part, environ 5 000 milliards. Les fonds de pension américains en détiennent des milliers de milliards. Les assurances vie américaines, les banques américaines, les investisseurs américains. Même vous, si vous avez un compte épargne-retraite, vous détenez probablement de la dette américaine sans le savoir. Votre fonds de pension l'a acheté, pour vous, en votre nom. C'est un système circulaire, un système clos. Le gouvernement emprunte. La Fed achète une partie de cette dette en créant de l'argent frais. Les banques et les fonds de pension achètent le reste avec l'épargne des citoyens. Et tout le monde gagne tant que le système tourne, tant que la confiance tient. Mais il y a un problème, un gros problème qui commence à apparaître. Troisième chose, la plus importante, celle dont personne ne parle vraiment, le coût de cette dette. En 2024, les États-Unis ont payé 892 milliards de dollars rien qu'en intérêts sur leur dette. 892 milliards, pour ne rien acheter, pour ne rien construire, pour ne rien améliorer, juste pour payer les intérêts. Pour vous donner une perspective, c'est plus que le budget entier de la défense américaine, plus que le budget de l'éducation, plus que le budget de la santé. Le gouvernement américain dépense plus d'argent à payer les intérêts de sa dette qu'à financer ses écoles. Laissez ça vous pénétrer un instant. Plus d'argent pour les banquiers que pour les enfants, plus d'argent pour les créanciers que pour les hôpitaux. Et ce chiffre explose. Littéralement. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt remontent. Après des années, des décennies même, de taux artificiellement bas, proches de zéro, la Fed a dû les augmenter pour combattre l'inflation. En 2020, le gouvernement américain empruntait à 1%. En 2024, il emprunte à 4%, parfois 5%. Ça semble peu. Mais sur 36 000 milliards, ça change tout. Résultat, chaque nouveau dollar emprunté coûte 4 fois plus cher qu'en 2020. Chaque ancien dollar refinancé, chaque obligation qui arrive à maturité et doit être remplacée, coûte 4 fois plus cher. D'ici 2034, selon le Congressional Budget Office, l'organisme non partisan qui fait les projections budgétaires, les intérêts de la dette atteindront 1600 milliards de dollars par an. Plus d'un tiers du budget fédéral. Un tiers du budget consacré uniquement à payer les intérêts. Vous voyez le problème qui se dessine ? Le piège qui se referme ? Moins d'argent pour les routes qui s'effondrent, moins d'argent pour les écoles qui tombent en ruine, moins d'argent pour les hôpitaux qui manquent de personnel, moins d'argent pour la recherche, pour l'innovation, pour l'avenir. Tout est aspiré, dévoré, englouti par le service de la dette, comme un trou noir financier qui attire tout vers lui, comme un cancer qui grossit et consomme l'organisme de l'intérieur. Mais voici où ça devient vraiment intéressant, vraiment révélateur, parce qu'il y a un mécanisme caché derrière tout ça. Un mécanisme que les économistes appellent pudiquement, poliment, la répression financière. Un joli nom pour masquer un vol massif et systématique. La répression financière. 3 mots techniques pour décrire quelque chose de très simple. Quelque chose que vous subissez en ce moment même. La répression financière, c'est quand le gouvernement maintient les taux d'intérêt artificiellement bas, volontairement en dessous du taux d'inflation réel. C'est un impôt invisible, un impôt sur votre épargne, un impôt sur votre pouvoir d'achat, un impôt sur votre avenir. Et cet impôt, tout le monde le paie. Les riches, un peu. La classe moyenne, beaucoup. Les pauvres, tout. Parce que ceux qui ont des actifs réels, des maisons, des actions, des entreprises, sont protégés.
L'inflation fait monter la valeur de leurs actifs. Mais ceux qui ont juste de l'épargne, juste de l'argent liquide, juste des obligations, eux perdent. Ils perdent tout. C'est le plus grand transfert de richesse de l'histoire moderne. Des épargnants vers les débiteurs, des citoyens vers le gouvernement. Mais attendez. Si c'est si simple, si le mécanisme est si rodé, si bien huilé, pourquoi personne ne panique? Pourquoi les marchés ne s'effondrent pas? Pourquoi le système tient encore? Parce qu'il y a un élément qui change tout, un élément que personne ne peut contrôler, un élément qui ne se commande pas, ne se fabrique pas, ne s'imprime pas. La confiance. Toute cette mécanique, tout ce système, toute cette pyramide gigantesque ne fonctionne que si le monde continue de faire confiance au dollar, si le monde continue d'accepter des dollars comme paiement, si le monde continue d'acheter de la dette américaine, si le monde continue de croire que les États-Unis vont rembourser. La confiance est le carburant invisible qui fait tourner la machine. Sans elle, tout s'effondre, instantanément. Et justement, en 2024, en 2025, cette confiance commence à vaciller. Les fissures apparaissent, les signes se multiplient, les alternatives émergent. Scène 1, la Chine et la dédollarisation. Depuis 2022, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, depuis que les États-Unis ont gelé les réserves russes en dollars, la Chine a pris peur. Elle s'est dit, si les États-Unis peuvent faire ça à la Russie, ils peuvent me le faire aussi. Alors la Chine a commencé à se préparer, méthodiquement, systématiquement. Elle réduit massivement ses réserves de dollars. En 2013, la Chine détenait 1300 milliards de bons du Trésor américain. Aujourd'hui, moins de 800 milliards. Elle a vendu 500 milliards en 10 ans. Un désinvestissement massif et délibéré. Qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent? Elle achète de l'or, des quantités massives d'or. En 2023 et 2024, la Chine a acheté plus d'or que n'importe quelle année précédente. Des centaines de tonnes. Elle stocke, elle accumule, elle se prépare. Elle développe aussi le yuan numérique, une monnaie numérique contrôlée par l'État chinois, l'ICNY, déjà utilisée par des centaines de millions de Chinois, déjà testée dans le commerce international. Son objectif? S'émanciper du dollar, créer un système monétaire alternatif, ne plus dépendre du bon vouloir de Washington, ne plus être vulnérable aux sanctions américaines. La Russie fait pareil. Depuis les sanctions de 2022, elle a compris la leçon. Elle commerce maintenant en roubles avec certains pays, en yuans avec la Chine, en roupies avec l'Inde, en dirhams avec les Émirats. Elle a créé son propre système de paiement international, le SPFS, pour contourner SWIFT, le système occidental. Elle vend son pétrole, son gaz, son blé sans passer par le dollar. C'est moins efficace. C'est plus compliqué, mais c'est possible. Et chaque transaction qui ne passe pas par le dollar affaiblit le système. Les pays du Golfe, traditionnels alliés des États-Unis depuis 50 ans, commencent aussi à diversifier. L'Arabie Saoudite, qui vendait 100% de son pétrole en dollars depuis 1974, discute maintenant de vendre une partie en yuans. La fin du pétrodollar. Le pilier du système depuis un demi-siècle qui tremble. Scène 2, les BRICS et la nouvelle architecture financière. En 2023, les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud s'élargissent. 6 nouveaux membres rejoignent le groupe. L'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie. L'Argentine voulait rejoindre mais a reculé après l'élection de son nouveau président. Ensemble, les BRICS représentent maintenant 36% du PIB mondial, plus que tous les pays occidentaux réunis, 45% de la population mondiale. 3,5 milliards de personnes. Et ils travaillent sur une monnaie commune, ou du moins un système de paiement qui contourne le dollar, adossé à l'or, adossé aux matières premières, adossé aux monnaies nationales. Est-ce que ça va marcher? Personne ne sait. Les obstacles sont énormes. Les intérêts divergent. La Chine et l'Inde se méfient l'une de l'autre. La Russie et l'Arabie Saoudite ont des objectifs différents. Mais le simple fait qu'ils essaient, le simple fait que ces discussions aient lieu, montre que la confiance dans le dollar n'est plus automatique. Elle n'est plus garantie. Elle peut être contestée. Scène 3. La Fed dans l'impasse. Pendant ce temps, à Washington, la Réserve fédérale fait face à un dilemme impossible. Un vrai casse-tête sans solution. Si elle maintient les taux bas, l'inflation explose. Les prix s'envolent. Le pouvoir d'achat des Américains s'effondre. Les gens souffrent. Les manifestations commencent. Le mécontentement grandit. Si elle monte les taux pour combattre l'inflation, le coût de la dette explose. Le gouvernement doit payer 1000, 1500, 2000 milliards par an en intérêts. Le budget est étranglé. Les programmes sont coupés. L'économie ralentit. La récession menace. « Damned if you do, damned if you don't », disent les Américains. Condamné si tu agis, condamné si tu n'agis pas. C'est le piège classique de la dette. Le piège dans lequel tombent tous les pays surendettés. Plus vous en avez, moins vous avez de marge de manœuvre, moins vous avez de flexibilité, moins vous avez de choix. Vous êtes prisonnier
prisonnier de votre propre dette. Et voici maintenant le scénario du pire, le scénario cauchemar, le scénario que personne ne veut envisager mais que tout le monde redoute. Imaginez que demain la confiance craque. Un événement inattendu, une crise géopolitique, une guerre, un défaut de paiement, une révélation scandaleuse. Les investisseurs internationaux paniquent. Ils décident massivement de vendre leurs bons du Trésor américain. Tout le monde veut sortir en même temps. C'est la ruée vers la sortie. Le prix des obligations s'effondre. Quand personne ne veut acheter, les prix chutent. C'est la loi de l'offre et de la demande. Résultat, les taux d'intérêt explosent. Pourquoi ? Parce que pour attirer des acheteurs, le gouvernement doit offrir des taux plus élevés, beaucoup plus élevés. Le gouvernement américain doit soudainement payer 10% d'intérêt pour emprunter, puis 15%, puis 20%, comme l'Argentine, comme la Turquie, comme la Grèce en 2012. Sur une dette de 36 000 milliards, à 10% d'intérêt, ça fait 3 600 milliards par an. À 15%, 5 400 milliards. À 20%, 7 200 milliards. C'est impossible, mathématiquement impossible. Le budget fédéral entier, toutes les recettes fiscales, c'est 4 500 milliards par an. Si les intérêts dépassent les recettes, c'est game over. Le budget explose. Le gouvernement ne peut plus payer. Il ne peut plus emprunter. Il est en défaut. Que fait la Fed dans ce scénario ? Elle n'a qu'une seule option, une seule solution, la solution nucléaire. Imprimer massivement des dollars pour racheter la dette. Des milliers de milliards. Des dizaines de milliers de milliards. Autant qu'il faut pour stabiliser le système. C'est ce qu'on appelle la monétisation de la dette. La planche à billets en mode turbo. Résultat, l'inflation explose. Vraiment explose. Pas 4% ou 5% comme aujourd'hui. 20%, 50%, 100%. Comme en Argentine, comme au Zimbabwe, comme dans la République de Weimar en 1923. Le dollar perd sa valeur. Votre épargne fond. Les prix doublent, triplent, quadruplent. Le chaos économique s'installe. L'épargne mondiale détenue en dollars, les 20 000 milliards de dollars détenus par les autres pays, les 50 000 milliards détenus par les épargnants, tout fond. La plus grande destruction de richesse de l'histoire. C'est exactement ce qui s'est passé en Turquie ces dernières années. La livre turque a perdu 90% de sa valeur. Les épargnants ont été anéantis. C'est ce qui s'est passé en Argentine, encore et encore. C'est ce qui s'est passé au Zimbabwe, où l'inflation a dépassé les millions de pourcents. Vous pensez que ça ne peut pas arriver aux États-Unis ? Que le dollar est trop puissant ? Que l'Amérique est trop grande pour tomber ? L'histoire est remplie, absolument remplie, d'empires qui pensaient que leur monnaie était éternelle, qui croyaient être l'exception, qui pensaient que les lois économiques ne s'appliquaient pas à eux. Les Britanniques avec leur livre sterling, la monnaie dominante du XIXe siècle et du début du XXe siècle. En 1945, c'était la monnaie de réserve mondiale, la banque centrale la plus respectée, l'empire financier le plus puissant. En 1976, seulement 31 ans plus tard, la Grande-Bretagne devait mendier, littéralement mendier, un prêt d'urgence au FMI pour éviter la faillite complète. Le Premier ministre britannique devait aller à Washington, chapeau à la main, demander de l'aide. 31 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour passer de l'empire à l'humiliation, de la monnaie dominante à la monnaie en crise, de la confiance absolue au doute total. Le dollar suivra-t-il le même chemin ? Peut. Être pas exactement de la même manière. Peut. Être pas aussi vite. L'économie américaine est énorme. Le système financier américain est profond. L'armée américaine est puissante. Mais la mécanique est exactement la même. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Trop de dettes, trop de confiance aveugle, trop d'arrogance, trop de certitude. Et un jour, la confiance part. Et quand elle part vite, très vite, exponentiellement vite. Pensez-vous que le dollar peut s'effondrer ? Ou croyez-vous qu'il est trop puissant pour tomber ? Dites-le en commentaire. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui devrait absolument connaître cette histoire. Quelqu'un qui a de l'épargne. Quelqu'un qui prépare sa retraite. Quelqu'un qui croit que son argent est en sécurité. Alors, après tout cela, après ce voyage dans les mécanismes cachés de la dette, que devez-vous retenir ? Quelles sont les leçons essentielles ? Première leçon, et elle est fondamentale, la dette américaine n'est pas un poids pour le futur. C'est un piège pour le présent. C'est un piège qui se referme maintenant, en ce moment même. Chaque milliard emprunté aujourd'hui, c'est moins de liberté demain. Moins d'argent pour investir dans les infrastructures, moins d'argent pour l'éducation, moins d'argent pour la recherche, moins de marge pour réagir aux crises futures. Quand la prochaine crise arrivera, et elle arrivera, le gouvernement aura déjà épuisé ses munitions. Il aura déjà utilisé tous ses outils. Il ne pourra plus emprunter autant, il ne pourra plus dépenser autant, il sera paralysé par sa dette. Les États-Unis deviennent prisonniers de leur propre système. Comme un drogué qui a besoin de doses toujours plus fortes pour ressentir le même effet. Comme un joueur endetté qui mise toujours plus pour essayer de se refaire. Deuxième leçon, et celle-ci touche directement votre portefeuille. Le vrai coût de la dette, ce n'est pas ce que le gouvernement paie, c'est ce que vous perdez. L'inflation qui érode votre pouvoir d'achat. La répression financière qui vole votre épargne.
les taux artificiellement bas qui détruisent les rendements, les taxes cachées qui ponctionnent votre revenu. C'est ça, le prix caché de la dette. C'est ça, le vrai coût. Un impôt invisible que personne ne vote, qu'aucun représentant n'approuve, qu'aucun citoyen ne contrôle, mais que tout le monde paye. Absolument tout le monde. Les riches, un peu. Ils ont des actifs réels, des maisons, des actions, des entreprises. L'inflation fait monter la valeur de leurs biens. Ils sont protégés, même gagnants parfois. La classe moyenne, beaucoup. Leur épargne fond, leur pouvoir d'achat diminue, leur niveau de vie stagne. Ils travaillent plus pour gagner relativement moins. Les pauvres, tout. Ils n'ont que leur travail, que leur salaire, que leur épargne modeste. L'inflation les frappe de plein fouet. Ils ne peuvent pas se protéger. Ils ne peuvent pas investir. Ils ne peuvent qu'endurer. Troisième leçon, historique et politique, le privilège du dollar n'est pas éternel. Rien n'est éternel en économie. Rien n'est garanti. Rien n'est acquis. Pendant 80 ans, depuis 1944, depuis Bretton Woods, les États-Unis ont joui d'un privilège exorbitant. Ils ont pu vivre au-dessus de leurs moyens. Ils ont pu emprunter sans limite. Ils ont pu imprimer sans conséquence immédiate. Ils ont pu consommer plus qu'ils ne produisaient. Pourquoi ? Parce que le monde leur faisait confiance. Parce que le dollar était indispensable pour le commerce international. Parce qu'il n'y avait pas d'alternative crédible. Parce que le système était verrouillé. Pourquoi ? Parce que l'alternative est pire pour eux. L'alternative, c'est le défaut, c'est l'austérité, c'est la restructuration, c'est admettre l'échec, c'est perdre le pouvoir. Alors ils continuent, ils prolongent, ils espèrent, ils prient que le système tienne encore un peu, encore une année, encore un cycle électoral, encore un mandat. Et vous, vous êtes là, au milieu, avec votre épargne, avec vos projets, avec votre avenir. La seule personne qui peut vous protéger, c'est vous. L'histoire de la dette américaine n'est pas terminée. Elle s'écrit en ce moment même. Chaque jour qui passe, la dette grandit. Chaque semaine, le piège se referme un peu plus. Chaque mois, les options se réduisent. Nous sommes 36 000 milliards plus loin qu'en 1971. 36 000 milliards plus profonds dans le trou. 36 000 milliards plus proches du point de rupture. Et vous, vous êtes dans ce système, que vous le vouliez ou non, que vous le compreniez ou non, que vous l'approuviez ou non. Votre épargne est en dollars. Votre retraite dépend du système. Votre avenir est lié à cette dette. La question n'est plus de savoir si le système va craquer. La question est de savoir quand. Et surtout, si vous serez prêt quand ça arrivera. Serez-vous celui qui comprend ou celui qui subit ? Serez-vous celui qui s'est préparé ou celui qui a fait confiance aveuglément ? Serez-vous celui qui a diversifié ou celui qui a tout mis dans le même panier ? Le choix vous appartient, l'histoire vous regarde, le temps presse.